Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer tout de suite l'essentiel de l'actualité. Rentrée judiciaire ce mardi 5 novembre du Conseil d'État. La cérémonie solennelle marquant l'ouverture de ces activités pour exercice 2024-2025 s'est déroulée au Palais du Peuple. Cette fois-ci, le poste du premier président est confié à une femme. Altercation verbale entre l'RDC et le Rwanda ce mardi 5 novembre lors de la 47e session des droits de l'homme à Genève. Patrick Mouyaya a vivement décrié le rôle du Rwanda dans les violations des droits de l'homme dans l'est de la RDC. Ce mardi, 4 femmes, 3 garçons et un enfant ont trouvé la mort dans un accident de circulation sur la route Kalambambouji dans la province du Kasaï central. Une fois de plus, madame, messieurs, merci de nous rejoindre. Au premier plan, on aborde la rentrée judiciaire, exercice 2024-2025 au Conseil d'État, ce mardi 5 novembre au Palais du Peuple, en présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, des différentes personnalités politiques congolaises, des représentants des organismes internationaux en RDC, des autorités de la société civile, pour ne citer que c'est là. Regardez. Le défi du fonctionnement harmonieux de notre justice, auquel j'ai fait allusion en amont, ne peut, entre autres, être relevé au niveau des juridictions de l'ordre administratif que si le ministère public, près ses juridictions, est mis en situation d'exercer pleinement ses prérogatives légales par des textes spécifiques légaux ou réglementaires. Au terme des articles 154 de la Constitution, tels que modifiés à ce jour, et 32 de la loi organique, il est institué un parquet près chaque juridiction de l'ordre administratif. Après 6 ans de fonctionnement du parquet général après le Conseil d'État, il m'est apparu opportun de jeter un regard rétrospectif sur l'effectivité du rôle régalien de l'organe de la loi dans l'administration de notre justice administrative. Pour une certaine opinion, le ministère public près les juridictions de l'ordre administratif n'a pas les mêmes compétences que le ministère public près les juridictions de l'ordre judiciaire. Si la pensée novatrice du constituant, telle que rendue dans l'exposé des motifs de la Constitution, semble avoir atteint l'un de ses objectifs majeurs, en ce que les attributions du juge administratif sont clairement définies dans la loi organique, il n'en est pas de même du ministère public près les juridictions administratives. En effet, en sa qualité d'organe de la loi et de gardien de la légalité administrative, c'est au ministère public qu'incombe la charge de veiller à l'application des lois afin de mieux assurer la défense de l'intérêt général et de l'ordre public. Poursuivons ce journal par cette information. Sachez que la première ministre Judith Suminwa Tuluka a accordé lundi dernier une audience à la délégation de l'inspection générale de l'IGF conduite par Gilles Alenguet Key, inspecteur général de cette grande institution étatique. Cette importante réunion avait pour objectif de renforcer la contribution de l'IGF à l'action gouvernementale et en mettant un accent particulier sur les finances publiques et la gestion des entreprises publiques de l'État. Suivez. Améliorer la gestion des finances publiques et des entreprises d'État dans le but de promouvoir une économie nationale plus dynamique au cœur de discussions
entre Gilles Alinguetti et la chef du gouvernement congolais, Judith Suminwa, le lundi 4 octobre dernier. L'inspection générale des finances a affirmé son engagement à surveiller la rationalisation des dépenses publiques et la mobilisation des recettes afin de contribuer à une exécution efficace du budget national exercice 2025. À l'issue de cet échange, l'inspecteur général chef des services a mis en avant-plan le rôle que joue l'inspection générale des finances dans l'optimisation des ressources financières du pays. Et pour sa part, Judith Suminwa a fait savoir sa volonté de travailler en étroite collaboration avec l'inspection générale des finances pour garantir une gestion rigoureuse de finances publiques. Notons par ailleurs que le projet de loi de finances a été déclaré recevable à la Chambre basse du Parlement et sera examiné par la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale avant de revenir en plénière pour une adoption article par article et après son adoption à l'Assemblée nationale par les élus nationaux sera transmis au Sénat pour les secondes lectures. Passons cette fois-ci à autre chose. Après 7 jours d'application de mesures expérimentales pour fluidifier la circulation routière dans la capitale congolaise, une réunion importante d'évaluation présidée par le vice-premier ministre en charge du transport Jean-Pierre Bemba Gombo s'est tenue lundi dernier dans son bureau de travail. Selon Robert Matalata, la présidente de la Commission nationale de prévention routière, le premier résultat sont positifs. Regardez. Nous l'avions aussi bien dit que nous étions à une phase expérimentale. Donc, comme on est dans une phase expérimentale, il faut s'attendre à ce que là où ça ne marche pas, qu'il y ait des remous. Mais la réunion d'aujourd'hui, on a beaucoup plus parlé sur l'évaluation effectivement d'une semaine d'expérimentation. Et je crois qu'avec toutes les interventions d'aujourd'hui, nous pensons que nous allons encore améliorer davantage pour que la circulation soit fluide d'un côté comme de l'autre côté, surtout de l'Est, de l'Ouest à l'Est. Bon, moi je pense qu'il ne faut pas attribuer une faute d'un seul côté. Hein. Nous devons nous tous nous mettre la main dans la pâte, prendre ce problème à bras le corps plutôt, pour que nous puissions trouver une solution d'ensemble. Donc, parce que si je me mets ici à dire que non, voilà, c'est les usagers de la route, ceci, cela, donc ça risque de créer encore des problèmes inutiles, mais que nous tous, nous puissions prendre conscience pour que nos routes soient véritablement fluides. Faisant partie de la délégation de la République démocratique du Congo à la 47e session de l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, le ministre de la Communication et des médias de la RDC, Patrick Mouyaya, a donné une précision détail sur les efforts de la RDC dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Il tire la sonnette d'alarme contre les violations des droits de l'homme dans l'Est de la République démocratique du Congo sous le label du Rwanda. Regardez. À propos de la situation sécuritaire dans l'Est, qui constitue pour nous l'épicentre des crimes odieux et graves et situations de graves violations de droits de l'homme que les États membres ont abordé tout à l'heure, qui touchent à la fois les enfants, les femmes ou encore les journalistes qui sont pris pour cible, le gouvernement a défini une stratégie claire pour répondre de manière efficace à cette crise qui dure depuis plus de 30 ans, notamment en ayant un front militaire. Aujourd'hui, nous observons un cessez-le-feu. D'ailleurs, au moment où nous parlons, la ministre des Affaires étrangères se trouve dans le Nord Kivu ou dans le cadre de la médiation angolaise. On va mettre en place un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu. Évidemment, nous recourons à la diplomatie parce que nous estimons que les crimes odieux commis dans l'Est de la RDC doivent être punis et sanctionnés, mais aussi le front économique qui nous permet, entre autres, d'identifier l'une des raisons principales de ces conflits. On travaille donc sur la traçabilité et on travaille en faisant donc les plaidoyers des actions à l'international pour que tous ceux qui s'approvisionnent dans les minerais cessent de le faire
faire, aussi sur le plan judiciaire, parce que si nous voulons que cessent les crimes commis dans l'Est de la RDC, il faut qu'il y ait une justice efficace, et de ce point de vue, nous saluons la dernière action entamée au niveau de la Cour pénale internationale. Nous avons aussi un front médiatique, parce que tout à l'heure on parlait des discours de haine. D'abord, il faut rappeler que la République démocratique du Congo est un pays peuplé d'à peu près 450 ethnies, avec des foyers de tension. Donc il est nullement envisageable pour le gouvernement de soutenir d'une quelconque forme des discours qui incitent à la haine ou des discours qui incitent à la violence. Aux côtés de tous ces efforts que nous consentons, il y a un mécanisme de démobilisation et de réinsertion sur lequel nous travaillons pour nous assurer que tous ceux qui sont touchés tous ceux qui sont aujourd'hui dans les groupes armés puissent retrouver la vie civile. Et nous avons parallèlement créé une réserve armée des défenses qui pourra permettre, après un vetting, d'insérer les jeunes et tous ceux qui sont désireux de défendre défendre la République démocratique du Congo qui est en proie à différentes menaces. Et par ailleurs, prenant la parole à son tour, la vice-ministre en charge des Affaires étrangères est revenue sur la protection des étrangers vivant en République démocratique du Congo qui se sont inscrits dans une démarche de l'intégration car le Congo est une terre d'accueil. Grâce à son hospitalité, les actes de la xénophobie et de la discrimination sociale ne sont pas à jour. Regardez. À l'occasion de cette 47e session de l'examen périodique universel, je commencerai mon propos en affirmant que la protection des étrangers est essentielle pour le développement économique et la stabilité d'un État. Le traitement réservé aux migrants ainsi qu'aux réfugiés ou aux potentiels investisseurs présente des liens à la question de la protection des étrangers et à leur intégration. Le cadre juridique dans ce cas en RDC est organisé par des lois et plusieurs conventions internationales relatives aux droits de l'homme. L'étranger en situation de séjour régulier en RDC ne souffre pas de problèmes d'intégration et d'accès aux services sociaux de base. La xénophobie et les discriminations ont toujours été bannies en RDC, preuve d'une protection des étrangers garantie et de l'hospitalité du peuple congolais. En dépit de la situation sécuritaire préoccupante à l'est de la RDC, le pays reste une attraction pour les investisseurs dans plusieurs secteurs. La protection des étrangers demeure un levier stratégique pour le développement en créant un environnement sûr et favorable. Monsieur le vice-président, concernant le droit à la paix et à l'intégrité territoriale de la RDC, nul n'est besoin de rappeler ici combien ce point est crucial pour la RDC qui souffre depuis des décennies des interventions étrangères injustes qui affectent sa stabilité. Le droit à la paix est un droit fondamental et primordial au développement durable et à la sécurité des populations. Ce droit est malheureusement menacé par des violences armées. Les lois internes et les lois internationales soulignent l'importance de préserver l'intégrité territoriale, essentielle à la souveraineté nationale. À ce jour, les conflits, notamment à l'est du pays, sont exacerbés par des enjeux économiques comme l'exploitation illégale de nos ressources. La chef de la diplomatie congolaise, Thérèse Kayikwamba Vanière, a appelé la communauté internationale à reconnaître publiquement la responsabilité du Rwanda dans l'exportation de minerais provenant des zones de conflit et dans l'entretien des tensions persistantes dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. C'était au tour des ambassadeurs de membres du Conseil de sécurité de l'Union africaine, du Conseil de sécurité de l'Union européenne ainsi que la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU. Suivez. La chef de la diplomatie congolaise, Thérèse Kayikwamba Vanière, a souligné que malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis le 4 août dernier, des contradictions flagrantes subsistent entre les déclarations officielles de Kigali et ses actions sur le terrain. Elle a relevé que même si le cessez-le-feu était largement suivi, une certaine contradiction est perceptible entre le discours public du Rwanda et les actions sur le terrain, à savoir la prise de certaines localités et la supervision de cette prise avec les zones minières
La ministre d'État en charge des Affaires étrangères de la RDC a donc interpellé une fois de plus la communauté internationale sur le fait que le Rwanda ne soit pas toujours indexé publiquement pour l'exportation de minerais provenant des zones dans le même contexte dans le cadre du processus de paix de Luanda. Le lancement du mécanisme de vérification ad hoc renforcé dans la ville de Goma. Ces dispositifs dirigés par l'Angola et intégrant des officiers de liaison congolais et rwandais visent à renforcer la surveillance des accusations d'agression et à consolider la coopération régionale pour la sécurité. Dans un autre registre, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Roger Kamba, a pris part très récemment au 12e congrès international des experts de la santé, placé sous le thème éthique et déontologie de personnel de santé, droits de patient. Lors de cette grande cérémonie d'envergure nationale, le patron de ces secteurs a mis un accent particulier sur l'importance de réformer le système sanitaire en République démocratique du Congo. Suivez. Éthique et déontologie des professions de santé, droits des patients, c'est le thème des travaux du 12e congrès international de l'Association des anciens de la faculté de médecine, ouvert ce lundi 4 novembre 2024 par le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba à Sultani Rivera Hotel. Ce 12e congrès réunit des experts, des professionnels de la santé et des acteurs clés du secteur. Le patron de la santé publique a souligné à l'ouverture des travaux l'importance de réformer en profondeur les systèmes de santé national. Dr Samuel Roger Kamba précise que le système de santé de la RDC, longtemps basé sur un modèle distributif, nécessite une refondation complète. Nous allons maintenant dans un système contributif où chacun participe. Ceci nous permettra d'élargir l'assiette qui fera que tout le monde pourra accéder aux soins de santé. Pendant la cérémonie d'ouverture, un hommage a été rendu au professeur Dr Isaac Faustin Mouteta. Le juge de référé du Conseil d'État a entendu ce lundi 4 novembre 2024 la demande des suspensions introduites par la société Padiat concernant la résiliation du contrat par le gouvernement de la République. Et par ailleurs, lors de cette cérémonie, le doyen Jean-Marie Kabengela a profité de donner une précision détail pour clarifier à propos de la résiliation entre le gouvernement congolais et la société indienne Padiat sur la gestion de l'hôpital du cinquantenaire. Regardez. Le juge de référé du Conseil d'État vient d'entendre la cause en référé suspension telle qu'initiée par la société Padiat. La société a exposé ses moyens. Nous avons répondu. Premièrement, nous avons démontré que le juge de référé du Conseil d'État n'est pas compétent, étant donné qu'il s'agit de matières contractuelles qui sont régies par les droits civils des obligations. Nous avons également démontré l'irrecevabilité de ces recours en référé suspension par 5 moyens d'irrecevabilité, notamment la personne qui a saisi le Conseil d'État, ce n'est pas la personne qui engage la société Padiat. Nous avons démontré également que la décision du ministre de la Santé publique, l'hygiène et prévoyance sociale n'a pas la nature d'une décision administrative. C'est une décision qui rentre dans le cadre de l'exécution ou de l'exécution du contrat, étant donné que l'article 82 du Code civil livre 3 renferme une clause résolutoire du moment où une des parties au contrat ne remplit pas ses obligations. C'est le cas où le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a constaté dans le chef de la société Padiat une exécution de la plupart de ses obligations. Il n'est resté pour le ministère que la seule voie, celle de résilier le contrat. Et si la société conteste cette résiliation, ce n'est pas devant le juge administratif qu'elle doit se pouvoir, c'est devant d'autres instances. Voilà, nous avons également plaidé que cette affaire ne sera pas déclarée au fond des lois.
Début de la campagne de sensibilisation sur le veille patriotique dans la province de l'Ituri. C'est la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique qui a lancé ses activités au nom de la première ministre Judith Suminwa Tuluka en présence du vice-ministre en charge de la défense nationale et des anciens combattants Sami Adubango et le gouverneur militaire de cette province. Suivez. Le gouvernement congolais s'associe aux jeunes de l'Ituri pour leur implication dans la pacification de cette province. Question de renforcer la confiance entre gouvernants et gouvernés. Raison de plus du lancement ce lundi à Bunia d'une campagne de sensibilisation sur l'éveil patriotique de jeunes pour la paix. Une initiative du consortium de structures juvéniles de l'Ituri. Les activités phares amenées dans le cadre de cette campagne de sensibilisation. Forum porte ouverte avec au moins plus de 500 jeunes ituriens représentant les différentes structures, couches socio-culturelles des jeunes à Bunia et dans les 5 territoires de l'Ituri. Tournée patriotique dans les différentes écoles de la ville de Bunia et des territoires pour la campagne de sensibilisation sur la cohésion et le soutien total aux FARDC. Occasion pour le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Lubuyanka Shoma Johnny, d'inviter le jeune à la prise de conscience sincère. C'est par la jeunesse que passent tous ces criminels, tous ces hors-la-loi, pour créer l'insécurité et créer la violence. Cette jeunesse doit s'approprier cette notion-là. Pour sa part, le vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, l'honorable Sami Adubango Aoto, a plus insisté sur le patriotisme qui devra caractériser tout jeune iturien. Je vous encourage aujourd'hui à soutenir avec conviction le président de la République ainsi que nos forces armées de la République démocratique du Congo. Évolution de la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Un élève de la 7e année a été tué dans l'après-midi de lundi 4 novembre dernier par un porteur d'armes à feu présumé au Wazalendo au quartier Ndosho dans la ville de Goma. C'est à la limite avec le territoire des Nirangongo dans la province du Nord Kivu. La population de cette partie de la RDC est paralysée par la peur et les inquiétudes et fait appel aux autorités provinciales d'établir sur la situation. Suivez. Nous demandons à l'autorité de tout mettre en œuvre pour stopper la circulation des armes incontrôlées dans la ville. Il est temps que l'état de siège prenne fin parce que les autorités ont échoué à nous amener la paix. C'est vraiment regrettable de voir un jeune enfant mourir comme ça à cause d'un petit 500 francs. C'est un acte que nous condamnons et déplorons avec la dernière énergie. Nous exigeons ici aux autorités de s'assumer, de prendre cette fois-ci leurs responsabilités en main, de diligenter des enquêtes sérieuses pouvant dénicher tous ces faux Wazalendo qui sèment la désolation au sein de la population, a expliqué Christian Kalamo, président de la société civile dans la commune de Karisimbi. Suite à cette stratégie, une vive tension s'est installée dans les quartiers Ndosho, Balindu. Les élèves de l'Institut Mubi, où étudiait la victime, ont exprimé leur colère en manifestant pour dénoncer ce meurtre. Le cri et les revendications de jeunes reflètent une frustration profonde face à l'insécurité persistante qui règne dans la région. Par ailleurs, 4 femmes, 3 garçons et un enfant sont morts ce mardi à l'aube dans la localité d'Embulambula à 80 km de l'ouest de la ville de Kananga en plein territoire de Kazumba. Jusque-là, les services publics de l'État sont à pied d'œuvre pour mener des enquêtes sérieuses afin de faire la lumière du drame. Regardez. C'est un camion de marque Taf Taf qui partait de Kananga pour Kalambambouji. Il s'est renversé et nous avons sorti déjà 8 corps. Moi-même, j'étais à bord, mais grâce à Dieu, je suis sorti sain et sauf, témoigne un rescapé qui attribue l'accident au mauvais état de la route.
Il convient de noter que 4 femmes, 3 garçons et 1 enfant sont morts ce mardi à l'aube dans la localité de Mbulambula, à 80 km de la ville de Kananga, en plein territoire de Kazumba. La route Kalambambouji, dite route de l'espoir, destinée à désenclaver le Kasaï central et au-delà, le centre du pays, connaît des fortunes diverses dont sa construction, lancée à l'époque du gouverneur Alex Kandé et confiée au groupement des entreprises chinoises CREC-7 sous la formule partenariat public-privé. Cette route a connu un coup d'arrêt à la suite des événements de Kamwina Sapu en 2017. Les travaux de la route relancés fin 2022 par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et confié à la société Toa Investments, non avancé même pas d'1 kilomètre. Finalement, les travaux ont été de nouveau relancés en début de cette année dans le cadre du contrat SICOMINE. Maintenant, le chapitre consacré aux affaires religieuses en République démocratique du Congo. Les marathons de louanges et d'adoration, c'est l'activité au centre de la journée qui sera organisée le 24 novembre de cette année en cours par la communauté chrétienne pour l'évangélisation aux affligés dans le monde. CCM Betestaïd prodige Kinshasa, Deborah Wabusala invite le peuple des dieux à venir expérimenter la gloire de Dieu et à travers la louange et l'adoration. Regardez. Comment adorer et faire descendre la gloire de Dieu à cette fin de l'année 2024? Car la louange et l'adoration regorgent beaucoup de choses divines. C'est ça l'objectif de la journée des marathons de louange et adoration qui sera organisée le 24 novembre 2024 par la communauté chrétienne pour l'évangélisation aux affligés dans le monde. Le pasteur assistant Deborah Wabusala revient sur le bien fondé de cette action évangélique. À travers action oyo tolingi tolakisa bato ete esengeli moto lolenge nini akoki kokitisa nkembo na Nzambe na nzela ya adoration pe louange. Tovandaki tomanyolaki tobite lokola tozokende kosukisa suka ya mbula na suka ya mbula makambo za kebele esengeli tobana nango na marato po ozwa eloko esengeli obana na mba po tokota na mbula oyo ekoya esengeli to préparer yango na lombango ya loyembo na nzela ya mabondeli yango moni to tiango le 24 novembre 1. Les frères et sœurs, maman et papa de cette église se disent très satisfaits pour cette initiative du bishop Olivier Matata, responsable de cette église. Pour eux, le préparatif marche bien jusque-là. On a manifestation ya marathon ya adoration na louange. Bible elobi koyemba eza kosambela deux fois. Chanter c'est prier deux fois. C'est que ba mama ba ebele basangana biso na mukolo wana journée le 24 novembre. Les singa jeunes chrétiens comme ngai baya le 24 novembre na invité ba ebele. Notez que la gloire de Dieu, le prodige et les miracles seront au rendez-vous le dimanche 24 novembre prochain à la communauté chrétienne pour l'évangélisation aux affligés dans le monde. Cette action évangélique qui aura comme orateur principal le bishop Olivier Matata, responsable de cette église. Rappelons que l'église est située au numéro 2 de l'avenue Luta, au quartier Mosango. Nous sommes dans la commune de Mongafula. Bienvenue à tous. À présent, la page météorologique dans ce journal. Demain matin à Kinshasa, il faudra affronter les petites averses. La température sera de 22 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 25 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours des 3 km par heure
et à l'après-midi, la pluie sera au rendez-vous. La température atteindra le 26 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 28 degrés Celsius. Dans la soirée, les nuages seront absents, la température retombera vers 23 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 25 degrés Celsius. Fin de cette session d'information sur nos antennes. Vous étiez nombreux à nous suivre. Bien avant de nous quitter, place au rappel des titres. Rentrée judiciaire ce mardi 5 novembre du Conseil d'État. La cérémonie solennelle marquant l'ouverture de ses activités pour exercice 2024-2025 s'est déroulée au Palais du Peuple. Cette fois-ci, le poste du premier président est confié à une femme. Altercation verbale entre l'RDC et le Rwanda ce mardi 5 novembre lors de la 47e session des droits de l'homme à Genève. Patrick Mouyaya a vivement décrié le rôle du Rwanda dans les violations des droits de l'homme dans l'est de la RDC. Ce mardi, 4 femmes, 3 garçons et un enfant ont trouvé la mort dans un accident de circulation sur la route Kalambambouji dans la province du Kasaï central. Ces précieux travail des titans et l'œuvre réalisée grâce à la conjugaison des efforts de la rédaction et de la technique. D'ici là, portez-vous bien. Excellente suite de nos programmes en compagnie de Kinactu TV, votre partenaire d'excellence. Je vous retrouve prochainement avec la même ferveur.